le premier dimanche d'automne, on a remis les pulls, ramassé les marrons, fait des brassées de petites feuilles colorées. Et on aurait presque eu envie de faire un bon feu dans la cheminée aujourd'hui. Mais pour l'heure, avant de replonger dans le rythme trépidant de la semaine, je vous propose 2 heures de direct, 2 heures pour prendre le temps de se parler et d'échanger ensemble. Le 3921 est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler. Vous pouvez aussi faire ce numéro si une histoire fait écho à la vôtre. À l'autre bout du fil ce soir pour vous accueillir, Jeanne et Quentin. Et c'est Charles Westrelin qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez me faire parvenir vos messages, que ce soit par SMS au 7 39 21, en le commençant par le mot nuit, ou par mail sur le site europe1.fr. Allez, c'est parti pour 2 belles heures de direct en votre compagnie. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Je voudrais commencer par vous remercier vous et puis votre équipe parce qu'on est très bien reçus. Donc merci. Il faut surtout remercier l'équipe, que ce soit Jeanne, Quentin ce soir, et Quentin que vous retrouvez tous les vendredis avec Sophie, et puis qui remplace actuellement dans la semaine Paul, puisque Paul a toujours la cheville dans le plâtre et donc il sera de retour dans 15 jours, mais il va bien à part ça. Donc c'est vrai qu'ils sont toujours très vite. Alors donc voilà, je vais essayer d'être assez claire. Voilà, j'avais appelé il y a 1 an parce que j'avais un projet de déménager, de prendre mon appartement. Et en fait, j'ai grandi toute seule avec ma mère et je sentais que ça allait coincer. Et j'avais appelé pour en parler et je ne me suis pas trompée. On s'était parlé à ce moment-là. Vous aviez pas seulement eu le standard, on s'était parlé déjà il y a 1 an. Ah oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis aperçue que moi, ça ne me dérangeait pas de tout donner pour ma mère parce qu'on avait, j'allais dire, grandi ensemble. On était vraiment très solidaires l'une de l'autre et j'avais des scrupules à partir parce que pour moi, c'était la laisser toute seule. Mais moi, j'avais envie d'être grande. J'avais quand même 26 ans, un travail dans lequel je m'épanouissais. J'avais les moyens. Donc, je me sentais prête pour ce projet, mais ma mère, pas du tout. Et à l'époque, on m'avait conseillé de quand même aller jusqu'au bout de mon projet. C'est ce que j'ai fait. Et ça s'est très, très mal passé. Parce que quand j'ai dit à ma mère, voilà maman, je me suis trouvée un appartement, elle a pris ça vraiment mal. Elle s'est mise vraiment très, très en colère. Je pourrais vous citer plusieurs exemples. Elle m'a dit qu'on faisait des enfants pour soi et pas pour qu'ils vivent leur vie, que si je l'aimais, je devrais rester avec elle. Et je lui ai dit, mais maman, je peux pas m'empêcher de vivre. Elle me dit, je regrette de t'avoir donné la vie. Hein. Donc, faut encaisser ça, hein, c'est violent. Ouais. Elle était très en colère quand elle vous a dit ça, j'imagine. Je dirais que je sais qu'elle avait suivi une psychothérapie il y a quelques années et qu'on lui avait dit qu'elle avait peur de l'abandon. Parce que mon père l'avait quittée quand j'étais petite, elle avait eu des soucis de santé, donc abandon de son corps. Et donc, je pense que ça a dû faire écho à ça. Oui, mais autant c'est très douloureux, d'être quitté par son compagnon et qui est, surtout quand on vient de mettre au monde un enfant et qu'on pensait qu'on avait le désir, en tout cas, de s'engager pour vous élever à 2. Elle avait ce projet-là. Et c'est vrai que c'est terrible de se retrouver seul dans ces conditions. Mais en revanche, voir partir, s'éloigner, d'abord c'est pas un abandon, le fait de vouloir prendre votre indépendance et
Encore, vous avez 26 ans, hein, vous auriez pu partir plus tôt. Et peut-être si vous n'avez pas fait, c'est parce que vous n'osiez pas, vous sentiez que c'était très douloureux pour votre mère. Ce n'est pas du tout dans le même registre. Elle peut pas vous faire porter ça. Et en tout cas, c'est vrai que la violence de ses propos témoigne certainement de la violence de ce qu'elle ressent. Mais elle aurait besoin de se faire accompagner parce qu'elle n'a pas à vous le faire porter comme elle le fait. C'est très dur, je trouve, pour vous. On a mis, quand je lui ai dit, c'était un week-end et elle s'est tellement, elle était tellement, j'avais l'impression d'être comme dans une tempête. Vous savez, vous recevez tellement de mots, tellement de force dans les propos que je me suis dit, mais qui est cette personne en face de moi? Ça ne peut pas être ma mère, que je croyais être mon amie, confidente. Donc j'ai fait ma valise et je suis partie dans de la famille pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, en fait, ma mère a fait des choses hallucinantes parce qu'elle elle m'a harcelée au téléphone et par mail. Et même cette famille chez qui j'avais trouvé refuge, elle n'arrêtait pas de les appeler. Et eux-mêmes aussi étaient estomaqués par ses propos. Et, donc on ne s'est pas vu pendant quelques temps. On s'est revus, je dirais, il y a peut-être 4 à 5 mois. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment besoin d'une coupure nette. Vraiment me mettre en retrait. J'étais installée chez moi, mais je voulais vraiment plus en entendre parler. Pas pour toujours, hein, mais vraiment. Oui, je comprends bien. Mais c'était pour vous protéger aussi, vous aviez besoin. Et j'ai accepté de la revoir. Je me sentais pas encore prête, mais je l'ai fait parce que elle harcelait ma famille. Donc je me suis dit, bon, je prends sur moi, je la revois. Ce qui m'a un peu étonnée, c'est qu'elle a quand même fait elle-même la demande de voir mon appartement. Je ne lui ai pas proposé, j'attendais que ça soit une demande de sa part. Oui. Donc, elle l'a fait dès le début. Et ma foi, depuis, on s'est vu 1 à 2 fois par semaine. Donc, je me suis dit, ça allait mieux. Donc, vous êtes restés proches géographiquement. Voilà. Sauf que pendant que j'étais dans cette famille pendant 3 semaines, elle a lu mon journal intime, lu ma messagerie mail. Donc, ça m'a vraiment, je dirais, aussi traumatisée parce que un journal intime, c'est quand même là où je jetais ce que j'avais en trop plein d'émotions. Et ça vous faisait du bien, et ça doit rester intime. C'était pas, par exemple, je veux dire, oh, qu'est-ce qu'elle m'emmerde celle-là, et puis en fait, je dis, non, elle m'emmerdait pas, enfin, ça allait pas aussi violemment que ça, mais c'était juste pour... ça vous faisait du bien de l'écrire, justement, ça a évité les tensions, bien sûr, oui, je comprends. Et justement, c'est malgré ça, on s'est revus, on s'appelait, elle venait manger chez moi, sachant qu'elle a peu de moyens, si je pouvais l'aider, je l'aidais. Je lui ai même trouvé un petit travail. C'est vous qui lui avez trouvé du travail? Parce qu'elle ne travaillait pas jusque-là. Elle cherchait, mais elle avait des difficultés et elle cherchait un petit boulot et je lui ai trouvé un travail. Bon, c'est que 1 ou 2 heures comme ça, mais bon, ça l'aide en fin de mois. Donc, il y avait quand même de temps en temps des petites piques. Et moi qui mettais jamais le haut-là, qui subissait, parce que je me disais, c'est sa douleur qui parle, ce n'est pas elle. Mais là, maintenant, je me suis dit, non, il ne faut plus que tu laisses passer. Donc, je corrigeais, mais on va dire en douceur. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques jours même, elle a, j'allais dire, repiqué une crise. C'est pas très joli de le dire comme ça, mais elle s'est remise dans le même état que quand je lui ai annoncé que je déménageais. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui a déclenché ça? En fait, j'ai une amie que j'avais rencontrée il y a à peu près 3 ans. Oui. Il y a à peu près l'âge de ma mère. Et je l'ai rencontrée au cours d'une formation et on s'entendait tellement bien que quelqu'un de notre groupe a dit « Vous êtes comme mère et fille ». Et de là est partie une blague comme quoi elle avait répondu « Oh bah oui, je l'ai adoptée », mais c'était vraiment de l'humour. Oui. Elle est plus âgée donc que vous. Oui, elle a la 50aine.
Donc, je pense que ça, ma mère l'a mal pris. Parce que vous lui en avez parlé. Vous lui en avez parlé. Oui, elle s'était même rencontrée et je lui ai même précisé, là, quand elle s'est vraiment énervée, je lui ai dit que cette personne était une amie, que je savais qui était ma mère, que ça, j'ai beau lui expliquer, mais... Oui, mais c'est pas rationnel. J'ai l'impression qu'elle est fermée. Oui, mais Lucie, c'est pas rationnel. On voit que vous êtes, on vous sent très très aimante vis-à-vis de votre mère, très peinée par ce qui arrive, mais c'est vrai qu'elle est, elle est pas rationnelle. C'est plus rationnel là. Et on sent, je trouve que vous faites preuve de beaucoup de gentillesse et enfin, on sent que finalement vous la protégez, vous faites tout pour la protéger. On se demande parfois qui est la mère et qui est la fille quand je vous écoute parler. Je pense que c'est, voyez, non mais vous la protégez parce que vous saviez que ça allait être douloureux pour elle. Vous avez pris le temps, d'ailleurs, vous auriez pu partir plus tôt, mais certainement vous ne l'avez pas fait. 26 ans, c'est quand même un âge très raisonnable pour se séparer de ses parents, enfin voler un peu de ses propres ailes. Donc on sent que vous veillez, vous faites très attention à elle. Et en retour, vous avez effectivement une crise très violente, parce que vous avez raison de dire, c'est sa douleur qui fait qu'elle est comme ça avec vous. Mais la douleur n'excuse pas tout. Parce que faut quand même pas oublier que c'est elle la mère. Et que même si c'est très, c'est difficile pour des parents, il faut pas se leurrer, il faut pas sous-estimer ça non plus. Je crois qu'il faut l'admettre. Les parents, voir grandir son enfant, et le fait de le voir s'éloigner, prendre son indépendance, même s'il y a un sentiment de fierté, il y a aussi, ça pince un peu le cœur de les voir s'éloigner, même si les parents peuvent se dire qu'ils ont fait du bon travail, on va dire. Mais c'est toujours un peu difficile. Et d'autant plus dans un contexte comme ça, où vous étiez très fusionnels, vous le dites, vous avez grandi ensemble, vous, peut-être plus que votre mère, parce qu'elle, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas, qu'elle ne parvient pas à dépasser pour le moment. Et pourtant, ça serait à elle, à un moment, de vous dire, bah oui, c'est normal que tu puisses partir et faire ta vie, et je suis fière de ça. Parce qu'elle retourne complètement le problème quand elle dit qu'on fait un enfant pour soi et qu'on doit le garder. Non. C'est-à-dire que c'est son problème à elle d'avoir peut-être uniquement centré sa vie sur vous. C'est le risque. Et je trouve que vous vous en sortez, vous, plutôt bien, parce que je vous trouve très courageuse de pouvoir résister comme vous le faites avec... Encore une fois, vous essayez de mettre des limites à ce débordement là émotionnel, alors que ça doit aussi beaucoup vous coûter. Et je vous trouve courageuse de malgré tout garder le cap. Eh bien, pendant mes débuts dans mon nouvel appartement, comme je vous disais, je voulais vraiment faire une coupure, mais je me suis dit, elle me laissait quand même beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Donc je me suis dit, je vais au moins lui écrire une lettre. Et dans sa lettre, je disais que mon objectif, quand je serais grande, c'était de rendre ma mère heureuse. Mais pour elle, la rendre heureuse et l'aimer, c'est rester avec elle à vie. Et je lui ai dit, mais ça n'est pas parce que je déménage à une demi-heure de chez toi que je ne suis plus là. Et même une personne de ma famille était venue... au moment où je suis en fait revenue chez ma mère pour compléter mon baluchon de départ, cette personne lui a dit, elle a découvert l'ampleur du phénomène et elle lui a dit, ta fille s'en va avant que vos liens ne se détériorent encore plus, parce que même moi je me suis sentie... j'ai la scène du film Titanic qui me vient en tête, c'est un peu idiot, mais vous savez quand il y a tous les naufragés qui sont dans l'eau et que certains s'appuient sur la tête des autres, les faisant couler, sombrer, et eux se sortent la tête de l'eau. Et j'avais l'impression que c'était moi, ma mère qui s'appuyait sur moi pour se sortir la tête de l'eau, et que moi, je sombrais, et je m'en suis rendu compte, et j'avais beau travailler, j'avais de moins en moins goût à des choses qui me plaisaient avant. Et je me suis dit, il faut que je parte, parce que sinon, ma mère que j'ai toujours soutenue,
Je dis là, je peux plus, j'ai plus de force. Donc il faut que je m'en aille, même si c'est douloureux, mais... Oui, c'était une question de survie. Vous dites, c'était une question de survie. L'image est très forte, hein. L'image du Titanic, c'était sinon vous couliez. C'est exactement ça. Mais c'est très courageux, je trouve, de votre part. Je vous trouve très courageuse, vraiment. Parce que c'est très douloureux aussi pour vous. C'est-à-dire que c'est très douloureux de dire, voyez, il y a une question de survie, mais ça veut dire la survie de l'un et passe par le fait que l'autre doive couler. Enfin, et alors que quitter votre mère dans ces conditions-là en vous disant qu'elle s'effondre, parce que c'est ça, elle vous renvoie l'image d'un effondrement, c'est très culpabilisant. Et je trouve que c'est important que vous gardiez votre cap et que d'autres personnes, vous me parlez des personnes de la famille chez qui vous étiez réfugiés quand vous êtes partis, j'espère vont pouvoir parler avec elle et essayer de lui faire entendre raison un peu. En tout cas, de dire, elle avait raison cette personne qui disait, vous êtes partis avant que le lien se détériore. Parce qu'on voit comme ça des enfants qui n'arrivent pas à partir à l'âge adulte. Et parfois, quand on réfléchit un peu sur ce lien, quand on y regarde un peu plus près, parfois, c'est pas seulement des tanguis qui s'attardent, c'est aussi derrière des parents qui ne s'en rendent pas toujours compte, mais qui n'arrivent pas à les lâcher. Et donc, l'enfant reste et on veut à son parent d'être aussi dépendant. Donc ça peut créer des situations de violence verbale, voire parfois physique. Donc je trouve que vous gardez votre cap, vous arrivez à partir, et tout le temps, on voit bien à quel point c'est culpabilisant. Gardant un œil sur votre mère, vous êtes seulement à une demi-heure de chez elle, vous avez fait en sorte de lui trouver un petit boulot, comme par hasard, elle n'en trouvait pas, vous lui en trouvez un. Donc on voit bien que votre mère, elle s'est organisée dans sa vie pour ne pas être indépendante. Pour que vous, finalement, elle est dans la dépendance vis-à-vis de vous, comme si vous deviez donner un sens à sa vie. C'est ça qu'elle vous dit. Elle vous dit, en gros, tu n'as pas le droit de me quitter, tu n'as pas le droit de te séparer de moi, sinon... Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle m'avait dit, oui. C'est quand je suis partie, elle m'a dit, si tu pars, moi, j'ai plus de but dans ma vie. Voilà. Et ça, c'est terriblement lourd, c'est terriblement parce que, en gros... Partir, ça supposait que votre mère s'effondre. Ça met l'enfant dans une position impossible. Or, on voit bien, même financièrement, c'est-à-dire que d'une certaine façon, matériellement, elle faisait en sorte de pas vraiment être indépendante. Et vous aspirez à quoi ? À l'autonomie. C'est un signe que vous allez bien. C'est-à-dire que vous prenez votre appartement, vous avez un métier qui vous passionne, me dites-vous. Donc vous allez bien. Et maintenant... Oui. Excusez-moi de vous interrompre, justement, cette amie avec qui on avait ce jeu de mère-fille, c'est une personne qui fait des formations, mais qui a un mari qui a un salaire, en disant qu'ils vivent bien. Et ma mère me dit que je préfère les gens riches, alors que, en fait, mon travail, c'est d'être dans le social. Je travaille auprès des personnes âgées, je me rends à domicile chez eux. Donc, si vraiment j'aimais l'argent à ce point-là, je pense que je serais trader et pas dans le social. Oui, mais vous devriez lui dire, dites-le lui. Est-ce que vous lui dites à votre mère, est-ce que vous pouvez, parce que on sent que vous arrivez à vous contenir, à garder votre calme, alors que cette situation, je répète, est très difficile pour vous. Est-ce que quand elle est aussi injuste qu'elle ne l'est là, quand elle vous dit que, au fond, ce qui vous attire, vous préférez, vous la laissez elle dans son désœuvrement, et puis soi-disant, et puis vous allez vers des gens qui ont de l'argent. Vous lui dites pas, écoute, arrête, ça suffit. C'est ce que j'ai fait il y a quelques jours quand j'ai eu au téléphone. Mais en fait, on a parlé de cette personne-là au début. On a fait un petit peu le tour de 2 ou 3 sujets. On a raccroché et puis 20 minutes après, je recevais un SMS en disant que la personne, cette amie-là, était... là, il faudrait mettre un bip. Donc, elle l'insultait. Elle l'insultait. Oui, voilà. Oui. Mais auparavant, quand vous étiez, là vous avez 26 ans, à l'adolescence, enfin, il y a eu une période où vous deviez avoir des amis, non ? Ou ça a été compliqué d'avoir des amis Parce que vous me dites votre mère était votre amie, vous étiez très proches. Est-ce que vous avez eu comme ça
J'avais, étonnamment, par rapport à d'autres amis, ma mère ne me disait pas tu dois être de retour à telle heure, etc. Oui. Je pouvais quand même sortir, mais les ados font en général leur crise, etc. Et moi, au contraire, si on me demandait as-tu fait ta crise d'ado, je pense que je répondrais non parce que j'ai pas eu Non. Je me disais, oui, je me suis toujours dit, je dois être solidaire de ma mère. Oui. Si je pète ma crise, j'ai pas à faire ça. Vous ne pouviez pas, c'est-à-dire que vous le dites très bien là, vous ne pouviez pas, vous la protégiez beaucoup. Donc vous ne pouviez pas vous permettre, c'est-à-dire que vous avez fait en sorte, vous avez veillé à lui donner le moins de soucis possible. Donc certainement pas être une adolescente rebelle et vous avez c'est ce que dit Angie d'ailleurs qui envoie un petit message, elle dit vous êtes une fille en or. Protégez bien votre vie, ajoute-t-elle. C'est ça. C'est que votre mère ne mesure même pas à quel point elle a de la chance. Je pense qu'elle le mesurera plus tard, d'avoir une fille formidable. Parce que c'est vrai que vous êtes une fille formidable. C'est que vous avez, on sent même là dans cette situation qui est douloureuse, parce que vous vous dites, mais enfin, comme si, est-ce que c'est ma mère ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre en face de moi? Vous la voyez dans un tellement grand désarroi qu'elle n'hésite pas à vous blesser, à vous faire mal, ce que vous avez toujours pris le soin de ne pas faire. Mais il faut que votre mère, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de la blesser, mais quand elle a des propos qui vont trop loin, de lui dire, écoute, ça suffit. Ça suffit parce que votre mère, elle est malheureuse, certes, mais être malheureux n'explique pas tout. Et en tout cas, la vision qu'elle a et qu'elle vous renvoie, que vous auriez dû passer le restant de votre vie auprès d'elle, c'est-à-dire en gros, sacrifier votre vie, de jeunes femmes, de femmes, éventuellement un jour désirant avoir des enfants. Non, vivre auprès d'elle. Voilà. Alors c'est pas parce qu'elle a eu une vie de femme malheureuse, puisque si j'ai bien compris, après que votre père soit parti, quand vous étiez petite, elle n'a jamais connu un autre homme, ou elle n'a jamais, enfin, pas que vous sachiez en tout cas. Je ne pense pas et je dirais même qu'elle est toujours restée amoureuse de mon père et qu'elle n'est pas passée à autre chose. J'avais l'impression qu'elle avait un décalage de cette époque-là, cette époque-là et maintenant. Et moi, je la poussais à aller de l'avant et non, ça passait pas. Elle est toujours un peu dans l'idéalisation finalement de cette histoire de votre père même, qui pourtant l'a abandonnée, lui. Oui, c'est ça. Elle ne l'a jamais attaqué. Enfin, attaqué. Je veux dire en propos, hein. Disons que même s'il l'a abandonné, en fait, à un moment, il y a eu un juge qui a statué et je devais aller le voir. Et même quand je me suis un peu expliquée avec ma mère et qu'il y avait un tiers de ma famille qui était là, cette personne m'a reprise en disant, parce que moi j'ai dit à ma mère, il t'a fait tellement de mal, et puis je me suis arrêtée là. Et la personne m'a dit non, lui aussi il t'a fait du mal. Et pour moi, il avait fait du mal à ma mère, mais pas à moi, même si c'était vrai. Et oui, donc, vous êtes tellement en empathie, tellement en fusion avec votre mère que, effectivement, vous vous oubliez. Et je trouve formidable que vous arriviez aujourd'hui à déjà avoir un métier qui vous passionne. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Ah ben oui, vous m'avez dit dans le social, hein, vous vous occupez, oui, mais c'est ça. Mais voilà, donc déjà, c'est quand même intéressant. Et là aussi, vous êtes tourné vers complètement vers les autres, des personnes âgées, dépendantes. Enfin, vous êtes aussi dans le don, hein, là, beaucoup dans. Et vous avez ce côté extrêmement altruiste en vous. Mais ce qui est formidable, c'est d'avoir pu en faire donc un métier. Simplement, il faut aussi que vous pensiez à votre vie, quoi. Et donc, Angie a raison, à vous protéger. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois qu'il y a des choses qu'il va pas falloir dire à votre mère, en l'occurrence cette amie, qui est là, effectivement, votre mère la voit comme une rivale. Alors, d'autant plus qu'elle avait dit sur le mode de l'humour, je l'ai adopté, mais enfin, même là, il n'y aurait pas besoin, vous voyez, de devoir rassurer, préciser. Mais elle est tellement actuellement fragilisée qu'elle la voit comme une rivale, mais j'ai envie de dire, toute personne proche de vous, vous avez un amoureux ? Non. Non, je pense que ça a pu jouer aussi éventuellement. Ah oui, mais c'est certainement que ça a joué.
vous étiez tellement en fusion avec votre mère, tellement à la protéger, que ça vous laissait pas de temps vraiment pour votre vie. Et puis, introduire quelqu'un d'autre dans votre vie, un autre amour. Vous voyez bien que dès que vous attachez finalement à quelqu'un d'autre qu'elle, elle le perçoit comme une menace. Ça ne va pas. Pour citer l'exemple qui l'a en plus mise en colère, je suis partie voir ma grand-mère qui habite dans le même quartier qu'elle. J'ai fait un petit passage éclair, ça faisait quand même 2 mois que je ne l'avais pas vue. Et je suis passée la voir pendant 1 heure, lui faire un petit coucou. Et puis après, comme j'avais 1 heure de conduite, parce que je suis en train aussi de faire de la conduite pour mon permis, je suis repartie aussitôt, j'avais pas le temps de m'éterniser. Et j'avais vu ma mère toute la journée de la veille. Et ma mère s'est mise en colère contre moi parce que je n'étais pas partie la voir. Donc, j'ai dit, écoute, j'avais passé toute la journée de la veille avec toi. Ma grand-mère le dit, écoute, elle n'avait pas le temps. Elle vous dévore, là. Vous allez être obligé de lui mettre des limites. Hein. Parce qu'elle va jouer de toutes les armes qui font mouche. Et il y en a une qui fait mouche à tout pouce, c'est la culpabilité. On voit bien. Même chaque mot, si j'utilise un mot, elle va le reprendre et je n'arrive pas à dialoguer avec elle. Mais vous ne pouvez pas parce que c'est-à-dire que là, ça serait bien que justement votre grand-mère, c'est votre grand-mère maternelle. Oui. Et les autres membres de la famille lui disent, écoute, maintenant, il faut que tu laisses Lucie, ce qu'elle fait, c'est une jeune fille très courageuse de pouvoir partir. Il faut que tu lui donne l'autorisation au lieu de vous donner des ailes là, et de vous dire pars ma fille, vas-y, je suis contente, je suis fière, c'est très bien que tu te construises. Elle vous culpabilise en disant tu es une mauvaise fille. En gros, c'est ça. Elle vous renvoie comme si vous étiez une mauvaise fille qui abandonne sa mère. Mais attendez, d'abord, votre mère, elle est pas malade. Elle est pas, voyez, vous avez votre vie à faire. Quand elle est partie. Enfin, elle a bien quitté ses parents. Quand elle vous a attendu, elle était bien amoureuse de votre père, puisque malheureusement elle est toujours restée de lui, mais bon, amoureuse de lui. Mais elle faisait bien sa vie. Vous pourriez lui dire. Mais enfin. Et c'est pas parce qu'elle est malheureuse, qu'elle a été malheureuse dans sa vie de femme, que vous devez vous payer l'addition. C'est-à-dire en tout cas compenser aujourd'hui tous ses manques. Parce qu'elle est jeune en plus, j'imagine, votre mère. Elle a aussi la 50aine. C'est ça. Donc, je veux dire, c'est jeune. Si elle veut finalement passer, moi je pense que pour vous, évidemment, c'est votre vie à construire. Vous avez votre métier, vous avez votre logement. Et ce qui va se passer, c'est vous constituez un réseau, des amis, comme vous êtes en train de le faire, certainement tomber amoureuse, construire aussi, peut-être si vous en avez envie, avoir des enfants, enfin, faire votre vie, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire abandonner votre mère. Votre mère, elle est dans votre vie, elle fait partie de votre vie. Mais il faut qu'elle vous laisse vous envoler. Parce que sinon, c'est effectivement, c'est du pouvoir là. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir lâcher. Là, c'est plus de l'ordre de l'amour maternel, c'est d'une prise de pouvoir. Alors, elle est malheureuse, certes, mais à ce moment-là, c'est aussi, je pense, pour elle l'occasion de se rendre compte, de façon effectivement douloureuse pour elle, hein, mais que elle a trop centré sa vie autour de vous et c'est l'occasion de se dire que elle a encore vous vous rendez compte, elle est peut-être qu'à la moitié de sa vie, de très belles années à vivre et à se faire une vie aussi personnelle. Accepter que vous en ayez une, c'est aussi accepter qu'elle en ait une et qu'elle soit pas simplement une mère. Voilà. Je reçois beaucoup de messages, vraiment d'encouragement pour vous. Il y a quelqu'un qui dit je vous embrasse beaucoup, je pense bien à vous. Votre mère comprendra, Lucie. Il faut aussi, vous prendre votre envol. Il y a quelqu'un qui dit vous êtes formidable. Alors gardez bien la barre comme ça parce que vous êtes dans la bonne direction. Et puis c'est Angie, donc je l'ai lu. Margaret a dit, mais enfin, ne vous culpabilisez pas, c'est tout à fait normal de vouloir vivre votre vie, même si votre mère est malheureuse. Et c'en est d'autant plus courageux. Vous avez un endroit, vous, un peu, peut-être, vous n'avez jamais éprouvé le besoin d'aller parler un peu de cette relation dévorante, là vous faire soutenir un peu. J'aurais bien voulu en parler, mais
s'il y a des personnes qui veulent mes coordonnées pour discuter avec moi après, il n'y a aucun souci. Au contraire, je suis très demandeuse parce que je suis fille unique en plus. Donc, Mais ça ne vous aide pas, bien sûr. Oui, oui. J'aurais bien aimé avoir des frères et sœurs pour discuter de tout ça. Et je voulais trouver des groupes de parole dans ma ville, mais je n'en ai pas trouvé. Et, je regrette un petit peu parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas toujours autour de soi. Vous préféreriez échanger avec d'autres personnes que en tête-à-tête avec un thérapeute, par exemple? Ça ne me dérangerait pas, justement. Enfin, je voudrais surtout avoir quelqu'un en face à face. Parce que vous allez bien, oui, mais parce que vous allez bien. Je trouve que vous allez même étonnamment bien. Donc ça veut dire que votre mère, je vous taquine en disant ça, mais votre mère, ça veut dire elle vous a donné de l'amour, ça, oui. Mais vous avez pu trouver un équilibre malgré tout. Donc ça veut dire que votre mère, elle peut être capable aussi d'entendre raison. C'est-à-dire que jusque-là, d'ailleurs, elle n'était pas intrusive. Vous me parlez à l'adolescence, elle n'était pas intrusive, elle vous laissait quand même aller vers les autres, elle vous donnait pas d'ordre autour. Il faut dire que vous lui donniez aucun motif de s'inquiéter, puisque vous la protégiez beaucoup. Elle le devient terriblement intrusive avec votre journal intime, et maintenant, quand vous vous éloignez, parce que là, elle est en pleine crise, vous avez employé le mot, mais c'est ça, c'est une crise. Mais une crise, vous savez, il y a toujours quelque chose de fécond dans une crise, ça peut ouvrir vers autre chose. C'est ce que j'espère pour elle et pour vous, pour qu'elle vous laisse un peu tranquille et que vous ne soyez pas comme ça quand même dans la culpabilité. Mais sinon, il faudra encore plus cloisonner et ne pas trop lui raconter de choses de votre vie. Il y a Katou qui dit un ouvrage à conseiller à Lucie pour sa mère, peut-être Le jour où les enfants s'en vont, de Béatrice Copper-Royer. Ah oui, je l'avais invitée dans une émission. Elle est pédopsychiatre et c'est vrai que vous pourriez lui offrir. Elle a raison, Katou. Le jour où les enfants s'en vont. Béatrice Copper-Royer, c'est chez Albin Michel. Puis je reçois un message pour vous de Lou qui dit cette jeune femme est une personne vraiment remarquable, bon courage et douce vie à elle du fond du cœur. Et Lou ajoute et c'est une maman d'enfants adultes qui parle. J'espère que dans sa famille, que peut-être si elle a des amis autour, ils vont arriver à lui dire dis donc, c'est terrible ce que tu fais vivre à Lucie, parce qu'elle vous aime. Mais on voit bien parfois, il y a des personnes qui me disent comment ça l'amour ça suffit pas, ou je dis parfois que le manque d'amour et le trop plein d'amour peuvent donner les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, elle vous aime trop et donc mal. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne deviez jamais la quitter, toujours. C'est un amour qui est étouffant. Et je trouve que vous réagissez étonnamment bien parce que vous pourriez vous montrer... réagir en étant plus agressive dans vos propos, dans vos comportements. Et on sent à quel point vous avez à cœur malgré tout de la protéger. Alors oui, je vous dis pas il s'agit pas de la malmener, mais de ne pas la laisser vous malmener. Et à certains moments lui mettre des limites. Voyez, je reste toujours diplomate, mais... Oui, en tout cas, attention à vous. Oui, mais c'est dur et c'est vous qui prenez. C'est ce que dit Jackie, qui a 82 ans et qui dit il faudrait que vous arriviez un peu à prendre de la distance avec votre mère, vous êtes trop préoccupé d'elle. Et Carole dit aimer sa mère, c'est l'aider à s'émanciper. Alors c'est drôle, parce qu'en général, c'est l'enfant qu'on aide à s'émanciper. Même quand il a du mal, mais là, c'est vous qui êtes dans cette position-là. C'est pour ça que je me disais, si vous sentez par moment que ça devient trop difficile ou qu'elle vous mène une vie un peu trop infernale ou que la culpabilité vous envahit trop, ça pourrait vraiment vous aider d'en parler. Puisque je comprends que vous ayez envie d'en parler. Christophe envoie un message en disant « J'étais exactement dans le même cas que Lucie, fils unique et mère très castratrice, si elle veut échanger, avec plaisir. » Et puis il y a aussi Fanny qui me dit « Je me reconnais dans ce témoignage, mais moi ma vie est ratée. » Voilà, donc, mais bon, vous, heureusement, vous en êtes au début de votre vie et elle prend au contraire une belle tournure là. Déjà, les messages me rassurent beaucoup et je suis même étonnée qu'on me dise que vous me disiez que j'ai un équilibre parce que oui, moi je trouve. Je sais pas comment je l'ai trouvé, peut-être parce que dans mon travail, en fait, mes collègues avaient vu mon changement de comportement. Parce que j'étais un peu à fleur de peau, un bruit ou un collègue au téléphone, ça me dérangeait. Oui. Et je leur ai expliqué et elles m'ont dit « Mais pourquoi tu nous en as pas parlé ?» Je n'osais pas parce que
On a toujours des collègues qui se plaignent un petit peu trop. Oui. J'ai un bobo, ça y est, c'est le... Oui, mais là, c'est pas de l'ordre du bobo, hein. C'est vraiment, c'est vrai que c'est, et c'est pour ça, bon, c'est bien que vous soyez bien entouré. Et je vous dis, si vous éprouvez le besoin d'en parler, d'être un peu soutenu, parce que finalement, elle risque, je pense, encore de vous faire vivre des choses difficiles. Et j'espère, vous pouvez dire aussi peut-être à votre entourage familial, puisqu'ils ont vu à quel point, comment elle se comportait avec vous, que eux, de leur côté, parlent à votre mère. Ça serait bien aussi que d'autres que vous lui fassent entendre quand même, c'est pas raison, mais qu'il faut qu'elle vous laisse un peu tranquille. Alors, un dernier message qui dit un sacré équilibre ou une fille d'aplomb. Tout le monde va dans ce sens-là. Puis il y a Margaret aussi qui laisse son téléphone pour vous. Il y a Gérard qui dit vous êtes adorable, Lucie. Alors on ne peut vous souhaiter que de bonnes choses. Vous êtes courageuse. C'est à vous de couper ce cordon ombilical et de penser bien à vous. On va vous donner les coordonnées en antenne ? D'accord ? Ah oui, tout à fait, oui. Bon, ne raccrochez pas alors, Lucie. Et puis continuez dans cette voie, vraiment. Merci beaucoup à vous et puis merci aussi aux auditeurs pour tous les messages. Ça Ils ont été nombreux à se manifester pour vous. Je vous embrasse, Lucie. Ne raccrochez pas. Au revoir. Merci. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien reçu vos messages pour Lucie et nous allons bien sûr lui transmettre vos numéros. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Mais c'est à vous qu'il faut demander ça. Mais j'ai résumé, je vous ai envoyé la lettre. Oui, avec, j'ai votre lettre entre les mains. Vous avez résumé un maximum de choses. Est-ce que vous pouvez parce que c'était très bien résumé pour une situation pourtant ô combien délicate. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de le refaire pour justement les auditeurs d'Europe 1 parce que eux n'ont pas votre lettre. Je vous remercie. Donc en définitive, il va y avoir un an à la Toussaint, ma belle-fille qui a vécu 10 ans avec mon fils s'est jetée dans le canal suite à la rupture entre eux. Parce que mon fils lui avait signalé qu'il avait rencontré une autre jeune femme qui voulait continuer sa vie avec elle et qui voulait un enfant. Donc elle n'a pas supporté la rupture, malgré tous les conseils qu'on lui a donnés et malgré que je l'ai soutenue un maximum. C'était une fille très courageuse, très, très gentille, toujours prête à rendre service, mais elle avait malheureusement un grand défaut, c'est-à-dire une maladie, plutôt c'est vraiment la maladie. Elle avait l'être alcoolique, mais un alcoolisme de famille. Les 3 frères qu'elle avait sont décédés de la même façon, pas en suicide, mais enfin suite à l'abus d'alcool. C'est terrible. Oui, et sa maman a fini dans un home avec la maladie de Korsakoff. Donc disons qu'elle avait des antécédents très, très lourds. Oui. Elle était très lucide de son problème. Elle allait en cure, en post-cure, mais la moindre chose, et ici ce n'était pas une petite chose, la faisait rechuter. Et disons que les rechutes sont toujours plus importantes que la chute elle-même. De chute en chute, ça se dégrade. Et donc moi, maintenant, il y a un bébé qui est né il y a 1 mois, donc du nouveau couple. Oui, parce que voilà, ce que vous dites, c'est votre fils, en fait, donc après l'annonce de sa décision de partir, il avait rencontré une jeune femme et ils viennent d'avoir un bébé. Oui, donc début mettez-vous septembre. un peu à ma place. Ce bébé est né 10 mois exactement après le décès de ma belle-fille. Et j'ai beaucoup de mal à supporter la situation, pas vis-à-vis d'eux, parce que mais disons que je parviens pas à passer au-dessus de. Pour moi, c'est un drame. C'en est un. Parce que quelque part, arrivé à mon âge, bien sûr, j'ai malheureusement vécu beaucoup de morts autour de moi, dont ma fille il y a 10 ans. Et quelque part, ma belle-fille avait un peu repris le rôle. Vous comprenez ? Oui. Donc j'ai vraiment. Oui, vous l'aimiez beaucoup, vous étiez très attachée. Je l'aimais beaucoup, et nous avions vraiment de très très bons rapports. Je pouvais lui dire tout ce que. Parfois je lui reprochais certaines choses, mais toujours dans des conversations, disons, constructives. Nous n'avons jamais eu de dispute. Elle me donnait toujours raison. Elle dit je vais essayer. Mais je pense que la volonté était là, mais l'alcool était plus fort que tout. Donc mon fils m'a dit encore ce matin.
Oui, l'alcool a tout détruit. C'est vrai, terrible, oui. Mais bon, maintenant, le problème pour moi, c'est que c'est difficile à surmonter le choc, qui est toujours là, le chagrin est toujours là. C'est récent, c'est récent. Ah ben oui, c'est récent, Et ça fait même pas un an. Il n'y a pas un an, non. Non. Il y aura un an le 3 novembre. Et la jeune femme qui est maintenant, avec mon fils, je dois faire un gros effort pour... Je ne suis pas désagréable, rien du tout, mais je dois vraiment faire un gros effort pour donner le change, quoi. Je ne peux pas entrer, moi, dans cette histoire après 10 ans de relation avec ma belle-fille. C'est compréhensible, vous savez. Vous n'avez pas à vous en vouloir de ça. Non, mais je ne sais pas... je ne peux pas tourner la page, voilà. Et je voudrais on ne tourne pas des pages, on fait avec. On fait avec et là. Je suis d'accord, oui. Et là, c'est très récent et puis ça fait que ce chagrin que vous ressentez vient aussi tout d'un coup. Vous n'avez pas pu prendre le temps en fait d'aller à votre rythme, de faire le deuil de votre belle-fille que déjà il est en couple puis il y a ce bébé qui arrive. Alors ça fait trop d'émotions contradictoires. Oui, je ne sais pas suivre. Tout a été tellement vite. Ça va vite. Oui, je suis d'accord avec vous. Vite, hein. Oui, il y a des moments où ça va trop vite. On n'arrive pas à suivre émotionnellement. C'est trop je ne suis pas toute jeune, vous avez vu, j'ai 77 ans, donc je ne peux pas comme ça, moi, renoncer à ne plus parler de ma belle-fille. Est-ce que c'est ce qu'on vous demande, enfin, c'est-à-dire avec votre fille, justement, est-ce que vous pouvez en parler ? Avec mon fils ? Oui. S'il ne m'en parle pas lui-même, je n'en parle plus. Parce que tout au début, bien sûr, j'ai trouvé, premièrement, quand on m'a annoncé qu'elle était enceinte, moi, je n'ai pas réagi d'une façon positive. J'ai dit, mais c'est beaucoup trop vite, etc. Donc, par après, je dis à mon fils, mais est-ce que tu te rends bien compte ? Oh oui, mais elle me dit, maman, pour finir, elle de me dire, écoute, c'est comme ça. Il m'a dit, je vais vous dire textuellement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oui, mais elle m'avait fait assez chier. Voilà. Je dis, écoute, il était en colère. Oui, mais il était très en colère. Oui, il était en colère, mais contre lui-même aussi, vous voyez. Certainement. Parce que je m'aperçois maintenant, comme ce matin, normalement, ma belle-fille aurait eu 48 ans cette semaine. Donc, ça a été une semaine très dure et pour moi, très douloureuse. Oui. Et c'est lui-même qui m'en a parlé. Donc, quelque part, il y pense, bien sûr. Oui. Il y pense et puis ça a dû être terriblement lourd à porter pour lui aussi. Est-ce qu'ils ont vécu ensemble ? Parce qu'il a raison quand il vous dit l'alcool a tout détruit. Oui, ça je suis d'accord. C'est terrible de vivre auprès de quelqu'un qu'on aime et de le voir se détruire comme ça. Oui. C'est terrible pour le conjoint. Oui. Mais ils n'avaient pas eu d'enfants ensemble. Non, ils n'avaient pas d'enfants avec elle. Parce que elle avait 2 enfants d'un premier mariage, qui ont maintenant 16 et 17 ans. Et... elle le voyait, il y avait eu des jugements, enfin ça s'est très mal passé. On va continuer, Jacqueline, on marque une petite pause de quelques minutes. Caroline, on va se retrouver après le journal, donc ne raccrochez pas surtout. Non, à tout de suite. La deuxième heure de votre libre antenne, effectivement, et vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour me parler de vous ou pour réagir à une histoire. Philippe le fait, lui, par SMS au 7 39 21. Il a entendu Lucie ce soir et il dit elle est vraiment sur le bon chemin, cette jeune femme. Si elle le désire, je suis prêt à échanger avec elle car je me suis reconnue dans son témoignage. Je suis un peu passée par là aussi il y a une vingtaine d'années. Pour le moment, on va retrouver Jacqueline. Vous êtes là ? Oui, Caroline, je suis là. Excusez-moi parce que l'émotion m'a un peu submergée pendant les informations, rien que de revivre. Peut-être que ce n'est pas mauvais je garde beaucoup de choses pour moi. Oui, pendant les informations, non, c'est là que le fait d'en avoir parlé vous a oui, ça m'a bousculé. Oui, mais je dis, je garde beaucoup de choses pour moi parce que peut-être trop.
Peut-être trop, oui. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous, parce que je vous écoute pratiquement tous les jours. Bon, disons que vous êtes quelqu'un de neutre, vous ne me connaissez pas, donc je peux en parler librement. Oui. Parce que, bon, étant donné que j'habite une petite ville, évidemment, le suicide de ma belle-fille, qui travaillait pour la ville, a fait un bond ça a fait boum dans la ville. Hein. Oui, forcément. Conclusion, bon, il y a des gens qui ont pris parti pour elle et d'autres qui ont pris parti contre mon fils. Donc, moi, j'étais concernée tout en n'étant pas responsable de ce qui s'était arrivé. J'ai dû dévoiler une partie de sa personnalité. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait le dépressif, qu'elle avait ce problème d'alcool, qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide il y a 2 ans ou 3 ans. Elle avait voulu se jeter en dessous d'un train. Mais tout ça, on ne raconte pas aux gens. Non. Et à l'extérieur, on ne voyait rien, parce que c'est pas quelqu'un qui buvait dans les cafés, c'est quelqu'un qui buvait seul. Elle buvait des canettes, elle avait des canettes dans son sac, elle avait des canettes dans son casier de travail. Donc les gens ne la connaissaient pas sous cet aspect. Oui. Alors justement, la sagesse voudrait que quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'en parle pas et on ne commande pas sa vie. Vous connaissez comme moi les gens, oui, hein? Oui. Puis dans ces cas-là, il se croit obligé de choisir un camp, comme s'il y avait un camp à choisir. Parce qu'effectivement, on juge en fonction de faits extérieurs. Votre fils, qui était donc qui avait rencontré cette jeune femme, ils ont eu le bébé. Donc évidemment, tout le monde jase. Oui. Et ne connaissant pas aussi ce qu'a pu vivre et ce qu'a dû vivre votre fils au sein de ce couple, parce que l'alcool est terrible, hein. C'est terrible évidemment pour la personne qui se détruit, mais pour la personne qui vit à côté, le conjoint ou la famille, les parents, enfin c'est pénible. Lui n'avait quelle perspective avait-il? Et on peut comprendre finalement que même si ça doit être écrasant pour lui, ce qui s'est passé, le fait qu'elle ait mis fin à ses jours et que ça soit consécutif au fait qu'il lui annonce qu'il allait partir, mais vous le dites vous-même, elle avait déjà eu une tentative grave 2 ans auparavant, et à ce moment-là, il n'y avait pas de rupture dans l'air. C'était sa souffrance. Ses enfants. Qu'elle avait eu d'un premier mariage. Et qui, bien sûr, les enfants étaient aussi confrontés quand ils venaient en visite aux problèmes de leur maman. Hein. Oui. Donc c'était lourd pour ces enfants aussi. Nous avons été, je dis mon mari et moi, mon mari est décédé maintenant, mais nous avons été confrontés aussi à ce problème, parce que je vous assure que je l'aime beaucoup, mais quand elle abusait, elle avait des crises de folie. Hein. Elle n'était plus elle-même, forcément. Exactement. Forcément. Et votre fils, lui, a vécu tout ça, traversé tout ça 10 ans. C'est très long, c'est très long. Je sais, il a fait beaucoup pour elle, ça, je le reconnais volontiers. Et vous, encore une fois, je trouve, on voit bien que vous prenez beaucoup sur vous. C'est ce que vous me disiez dans la lettre, vous donnez le change quand vous vous trouvez. Et c'est vrai que, vous en parlez, c'est ce que j'avais vraiment apprécié aussi dans votre lettre, on sent que vous veillez à ne pas chercher à prendre position, incriminer l'un ou l'autre. On vous sent très bienveillante. C'est simplement, vous parlez de votre chagrin, de votre peine, et qui est tout à fait compréhensible, d'autant que vous aimiez beaucoup cette belle-fille qui aussi avait pris, on ne remplace jamais quelqu'un, mais qui vous, dans votre cœur, par sa présence, étant donné que vous aviez perdu votre fille quelques années auparavant, il y avait à nouveau ce lien comme ça, très tendre, très affectueux avec cette jeune femme, et c'est vrai que elle a pu un peu adoucir à sa façon, par sa présence, par le lien que vous aviez construit ensemble, cette immense douleur d'avoir perdu votre fille. Oui. Donc elle avait pris aussi une place très particulière à vos yeux. Bien sûr. Bien sûr, et je crois que je ne me trompe pas en disant que j'avais un peu remplacé aussi la maman qu'elle avait perdue au fond, même avant qu'elle ne décède. Oui, certainement. Il n'y avait plus de contact entre elles. Oui, hein. Oui. Donc, je pense que nous avons eu des bons moments malgré tout. Oui. Mais alors partir comme ça... C'est ce qu'il faut retenir, oui, mais vous savez, malheureusement, elle a pu être dans une impulsion aussi, dans quelque chose, ou à ce moment-là, que personne n'a pu empêcher. Oui, mais le médecin qui l'avait suivi, parce que notre généraliste, il connaissait le cas, je lui en ai parlé et tout, j'ai dit comment peut-on en arriver à des choses comme ça, mais elle avait pris
de boissons, d'alcool, et elle avait pris des médicaments. Donc il m'a dit elle était déjà dans un semi-coma quand elle s'est jetée dans le canal. Oui, quoi. elle était plus consciente. Mais de toute façon, elle était dans une démarche d'autodestruction, hein, Oui, avec oui, l'alcool. oui, oui. Elle était dans quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça que pour votre fils vivre comme ça, 10 ans auprès de quelqu'un qui avait énormément de qualités, par ailleurs, vous le dites très bien, mais aussi ces moments-là, ça a dû être terrible pour lui. Et on peut comprendre finalement que quand il a rencontré quelqu'un, une autre femme dont il est tombé amoureux réciproquement, il a eu aussi envie très vite de vie, d'être dans la vie. Et notamment avec l'arrivée de ce bébé. Mais pour vous, je crois que, vous savez, je reçois un message d'Angie qui dit ce que vous ressentez est sain. Hein. On ne chasse pas quelqu'un comme ça. Vous voyez, une personne ne remplace pas une autre. Il vous faudra du temps. Et je crois que votre fils, il faut pourra l'entendre. Et puis vous, il faut surtout que vous l'acceptiez, que vous soyez plus douce avec vous-même en disant c'est comme ça. Enfin, vous voyez, c'est normal ce que vous ressentez. Oui. Il faut que vous vous donniez du temps. Il faut que vous accordiez ce temps. Parce que d'abord, bien sûr que la compagne actuelle de votre fils n'y est pour rien, mais c'est normal aussi que vous ne l'investissiez pas comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire aussi que vous êtes quelqu'un qui a des relations profondes, sincères, investies, profondément investies avec les gens. Donc cette relation que vous avez construite depuis 10 ans avec votre belle-fille, vous pouvez pas l'effacer d'un revers de main. De toute façon, il n'y a pas à l'effacer. Elle est présente. Simplement, aujourd'hui, vous allez construire une autre relation avec cette jeune femme et puis avec ce bébé qui est né. C'est une petite fille ou un petit garçon? C'est une petite fille, oui. Donc, elle a un mois aujourd'hui. Bon alors, elle a un mois aujourd'hui. Donc pour le moment, elle est surtout dans les bras de sa maman et de son papa, mais vous allez construire un lien fatalement avec cette petite fille. Vous l'avez déjà? Je l'ai déjà eu. Elle vient. Ils ont venu déjà avec elle, donc j'ai déjà eu l'occasion de la voir et de même lui donner le biberon. Mais ce que je crains, parce que moi, un couple comme ça qui se forme aussi rapidement, ça n'est pas simple non plus dans le couple, hein. C'est pas Sur un tel drame, c'est-à-dire qu'il y ait ce drame qui ça pèse. Oui, ça pèse parce que pour votre fils, c'est terrible, je trouve. Alors qu'il n'est pas responsable. Ah non. Mais il a ce poids-là et c'est lourd. De toute façon, on a tous quelque chose. On se sent tous un peu responsables. Oui, c'est ce qui est terrible dans les suicides. Parce la semaine avant son décès, elle est venue sonner chez moi, puisque je n'habite pas très loin, elle est venue sonner chez moi à 10h du soir. Bon, j'ai vu que c'était elle, je lui ai ouvert, elle est venue pleurer ici pendant 1 heure, j'ai essayé de la raisonner, elle venait d'apprendre qu'il avait rencontré quelqu'un, et j'ai essayé donc après, elle s'est calmée, elle est retournée. Mais 8 jours après, je me dis, elle aurait pu venir sonner ici, si elle avait été dans un tel désespoir, je n'aurais pas laissé repartir, je l'aurais gardé à loger. Bien sûr, mais voilà, je peux pas refaire oui, l'histoire. on refait. Dans ces cas-là, on cherche à refaire toute l'histoire, et parce que tout le monde se sent forcément coupable de ce qu'on a pu. Alors que vous avez été extrêmement présente. Vous dites, vous avez pu être une mère un peu de substitution pour elle, et elle avait une histoire familiale terrible, vous le dites vous-même. Enfin, elle a 3 de ses frères qui sont décédés de l'alcool. Oui. Il y a quelque chose c'est tragique. Il y a des familles où, effectivement, les uns après les autres, les membres s'abîment comme ça dans l'alcool. Quelque chose comme ça, d'une réponse à une douleur, à un mal de vivre terrible. Elle avait eu quand même un parcours très difficile depuis ses 14 ans. Certainement, forcément, il n'y a pas on n'arrive pas là. Et votre fils, avec tout l'amour qu'il avait pour elle, ne pouvait pas la sauver, parce que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. C'est terrible, mais c'est comme ça. Non. Malheureusement. Parce qu'elle disait toujours, ses 3 frères ne sont pas arrivés à 50 ans, et elle disait, j'arriverai pas à 50 ans non plus. Donc, quelque part, elle avait ça dans la tête. Mais parce qu'il y avait aussi, il y a des dates comme ça, des dates fatidiques, des dates, le fait, voyez, donc, mais c'est important ça, parce qu'aussi tragique que ce soit, quand bien même votre fils serait resté à ses côtés, peut-être qu'effectivement, elle n'aurait pas atteint ses 50 ans parce que, un jour ou un autre, où elle aurait été mal, elle aurait pu mettre fin à sa vie de la même façon. De toute façon, comme vous dites, on ne peut pas
réécrire le passé. Non. En revanche, on tourne pas les pages, il y a une autre page qui s'ouvre, aujourd'hui cette petite fille que vous avez, avec qui vous avez déjà commencé à tisser un lien, et lien qui ne va faire qu'en se renforçant au fil du temps. Mais Caroline, je crains une chose, moi, c'est que malheureusement, il y a déjà eu des différends entre le nouveau couple. Et je suis pas concernée, mais on me met je subis le problème parce qu'on m'en parle. Qui vous en parle? Et cette jeune femme. Donc je ne veux plus être. Ils vous en parlent tous les deux? Oui, pas tout. Enfin maintenant, cette jeune femme-là, quand elle s'était plainte et tout, j'ai dit, écoute, moi je recommence pas la même histoire parce qu'elle savait très bien. Non. Une très bonne relation avec ma belle-fille, qui pouvait me raconter tout. Je la croyais, on discutait. Je ne peux pas reprendre ce rôle-là. Non. C'est pas possible. Donc raison. Je crains une chose, c'est qu'un jour, ce couple ne tienne pas. Bon, écoutez. Je ne peux pas m'attacher à cet enfant. Ça, c'est mon problème. Je ne veux pas m'attacher à cet enfant. Mais cet enfant restera pourtant, même au pire, j'ai envie de dire au pire, parce que si elle a un mois, la petite fille. Alors j'espère qu'ils vont pas se séparer là. Ils peuvent traverser des crises, des tempêtes, mais elle sera toujours votre petite fille, quand bien même ce couple se séparerait. Vous dites ça, vous savez, Jacqueline, laissez faire le temps. Donnez-vous le temps, le temps de votre chagrin. Et je pense que quand cette petite fille, qui pour le moment est un tout petit bébé, qui effectivement, vous n'avez le lien encore, vous n'avez pas un lien, ce lien unique que vous allez créer. Quand elle va vous sourire, vous tendre les bras, venir vers vous, vous appeler, vous dire des petits mots doux, à mon avis, vous ne pouvez que vous y attacher parce que vous êtes quelqu'un de tendre. Oui, mais bon. Vu mon âge, j'ai très peur de ne pas voir beaucoup de sa croissance, de ne pas voir Oui, mais je pense que c'est plus votre peur aujourd'hui, parce que vous êtes aussi dans ce chagrin, dans le fait très bouleversé par tous ces événements, l'événement dramatique, la naissance de ce bébé. Tout ça fait trop. Donc, vous avez du mal. Donc, accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps et accordez-vous le droit d'avoir du chagrin. Et je pense qu'avec votre fils, et même avec votre belle-fille actuelle, la compagne de votre fils, vous pouvez parce que dire... je n'aime pas dire ma belle-fille. J'ai bien compris. Donc la compagne de votre fils... Je suis désolée, mais c'est comme ça. c'est comme ça, mais acceptez. Et vous pouvez vous dire que vous étiez très attaché à elle, que vous êtes extrêmement triste de ce qui est arrivé, que ça n'enlève rien au fait que finalement pour votre fils vous êtes quand même heureux pour lui que voilà, là, il a choisi la vie d'une certaine façon, comme dit Christelle. Il faut pas l'oublier ça. Mais pardon. Oui. Votre fils, il a choisi la vie d'une certaine façon. Je sais. Donc bon, donnez-vous du temps. Et acceptez que pour le moment, oui, vous êtes plutôt dans un refus, dans quelque chose qui est fermé de ce côté-là. Mais je pense que ça va s'ouvrir. Si vous acceptez votre chagrin. Oui. Et acceptez que c'est légitime. Votre chagrin est légitime. Et puis, donnez-vous le temps, petit à petit, d'apprivoiser cette petite fille qui vient de naître. Et puis sa maman. Et puis, pour le moment, pas de souci avec le couple. Ils peuvent traverser des tensions, des conflits. Vous avez raison de dire à votre fils, je peux pas, je suis pas la mieux placée pour m'en occuper, mais rappelez-leur quand même, dire, vous venez de faire un bébé, s'il vous plaît, ne vous séparez pas maintenant ou allez en parler à quelqu'un. Allez voir quelqu'un parce qu'il y a quand même cette petite fille qui a grand besoin de vous. C'est ça le point d'achoppement pour moi, c'est de me dire, bon, cette petite fille, est-ce qu'elle va vivre avec un couple comme parents? On ne sait pas. Jacqueline, vous savez bien quand même, vous êtes malheureusement bien placée pour savoir qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Donc ne le prédisez pas dans la vision la plus sombre. Non. Pourtant, je suis pas quelqu'un de J'ai bien compris, mais pour le moment, il y a quelque chose comme si ce couple, pour vous, devait se détruire, ne devait pas, comme s'il y avait une fatalité. Non. Peut-être, oui. Non. Oui, comme si ça ne pouvait pas, sur un tel drame. Non, vous savez, il n'y a pas de... c'est ça. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais la vie, elle n'est pas faite comme ça. C'est plus... Parfois, c'est... Vous voyez, c'est nous qui interprétons et qui faisons beaucoup de... Quand la vie nous échappe, quand il y a des drames, on veut toujours donner un sens aux choses. Pour le moment, ils sont en couple. Ils sont parents de cette petite fille qui a 1 mois. Laissez faire le temps. Oui, j'essaierai, Caroline. Je ne promets rien, j'essaierai.
Mais vous n'avez pas à promettre, vous n'avez rien à me promettre, ni même à vous. Acceptez de vous donner du temps et le temps de votre chagrin. Et vous verrez, je pense qu'il y a un temps pour le chagrin, et puis il y a un temps aussi pour retrouver un peu de joie de vivre. Et qui peut en offrir souvent, c'est les petits-enfants. Hein. Quand on se tourne vers eux, souvent, on oublie beaucoup de nos chagrins à travers de les voir grandir, de les voir marcher, s'émerveiller, parce que c'est vrai que les enfants s'émerveillent de tout, de rien. Et du coup, on retrouve aussi cette capacité à s'émerveiller. Donc, vous avez cette petite fille qui très vite va vous tendre les bras, et je pense que ça sera aussi pour vous un signe que il faut à nouveau tendre les bras vers la vie. Hein. Je vais peut-être encore vous dire ceci, Caroline, et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais quand je vois cet enfant, et que je l'apprends, j'ai l'impression que je trahis ma belle-fille. Oui, mais c'est de la culpabilité. Oui, mais bien sûr, c'est comme si elle prend la place de personne. Oui. Elle prend la place de personne parce que votre fils et votre belle-fille n'ont pas eu d'enfant ensemble. Hein. Oui. Et peut-être. Et vous voyez que c'était le désir de votre fils. Oui. Bon. Donc ils n'ont pas eu. Oui, elle aussi au départ, mais bon. Donc vous ne trahissez personne. Cette petite fille ne prend la place de personne. Et pas plus que d'ailleurs la compagne de votre fils. Elle n'a pas pris la place. C'est une autre place. Oui. C'est la vie qui continue mais ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu les uns et les autres ensemble. C'est difficile à passer sur... Oui, mais je crois que vous avez un grand besoin d'en parler, et peut-être qu'effectivement, pourquoi ne pas aussi vous faire accompagner, parce que peut-être vous prenez trop sur vous, au lieu de vous faire accompagner dans ce chagrin. J'ai un médecin généraliste qui est toujours à l'écoute, parce qu'il y a plus 15 ans qu'il est notre médecin, qui a suivi aussi bien l'un que l'autre, la maladie de mon mari. Donc, avec lui, je peux en parler clairement comme je parle avec vous. Elle m'avait même proposé de prendre des antidépresseurs, ce que j'ai refusé. Je dis non, je dois pouvoir passer toute seule au-dessus. Bon, je suis passée sur beaucoup de choses. Visiblement, oui, vous pouvez. La vie n'est pas facile, surtout à mon âge. On vit quand même des choses très difficiles. Donc, je dis non, je dois y arriver toute seule. Mais alors, au fur et à mesure que je vous écoutais, je dis peut-être que c'est une solution de pouvoir en parler à quelqu'un qui ne me connaît absolument pas. Je pense. En tout cas, je vous dis pas de rentrer, vous n'allez pas faire des séances pendant pas forcément longtemps, mais pouvoir un peu parler de votre chagrin, de ce chagrin que pour le moment vous enfouissez au fond de vous et qui vous étouffe. Je trouve. Absolument. Donc je pense que votre médecin généraliste, vous pouvez lui demander les coordonnées d'un thérapeute. Ou vraiment, comme vous dites, c'est quelqu'un de neutre, à qui vous pourrez dire tout ce que vous ressentez, sans crainte d'être jugé, d'être culpabilisé ou quoi que ce soit. Et je pense que ça va vous permettre de reprendre un peu le cours de votre vie et de la vie aussi. Oui. C'est difficile. Je vous remercie, Caroline. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Rien que d'en avoir parlé, je revis encore tout ce chemin déjà. Mais peut-être que c'était bien que je vous en parle. Oui, mais parce que je pense justement que le fait que vous ayez un peu craqué pendant les infos, ça montre que vous avez besoin aussi de vous libérer, de parler de ce qui vous oppresse et de ce qui est votre chagrin. Est complètement légitime. Simplement, c'est ce que vous me disiez aussi dans votre courrier. C'est que vous faites en sorte de donner le change. Et à un moment trop. Oui, avec mon fils et sa compagne, je donne le change. Avec certaines personnes qui me sont proches, en qui j'ai confiance, je ne donne pas de change. Là, je dis, c'est comme ça. Mais vous savez, même avec votre fils, il ne s'agit pas qu'il se sente culpabilisé, il doit suffisamment avoir son poids comme ça, sur le cœur, mais de lui dire, tu sais, ne m'en veux pas. Donne-moi du temps, tu sais à quel point j'étais attachée à vous lui donner son prénom, et dire tu sais que je peux pas comme ça, il me faut du temps pour investir, même si je suis heureuse pour toi, mais il me faut du temps pour me sentir proche de ta compagne. Parlez peut-être pas du bébé parce que ça pourrait le blesser, mais lui dire tu sais ne m'en veux pas surtout, mais j'ai besoin de temps. Peut-être que le fait de lui formuler, ça vous permettra de vous sentir moins honteuse ou moins culpabilisée. Je ne laisse rien paraître quand ils viennent. Oui, mais parlez-lui peut-être à votre fils. Je sais que je lui ai dit tout au départ que je ne pouvais pas reprendre une relation avec la compagne actuelle que j'avais avec ma belle-fille. C'est normal, mais c'est pas la même. Fait comprendre que vous aurez une autre relation avec cette dame. Une autre, oui, mais je dois trouver le début de l'histoire pour avoir une autre relation.
Je peux pas comme ça reprendre une histoire. Vous allez reprendre quand déjà vous aurez un peu évacué ce chagrin. Et je pense, allez en parler. Demandez à votre médecin les coordonnées d'un thérapeute. Je pense que ça va. D'accord, Caroline. Je vous remercie infiniment. Mais c'est moi qui vous remercie, Jacqueline, voilà, de votre confiance. De nuit. Merci, et merci à vous. Continuez à donner de bons conseils aux gens parce que vous êtes quelqu'un qu'on écoute volontiers. Vous avez une voix tellement agréable et douce. C'est gentil. Et bon, je crois que vous faites quand même beaucoup de bien autour de vous quand vous répondez aux gens. Merci, voilà, merci beaucoup, Jacqueline. Et je me permets d'embrasser nos amis belges, puisque vous nous appeliez de Belgique. Et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter en Belgique. Mais oui, mais c'est difficile de vous joindre. Et oui, malheureusement. Cette solution, c'est de vous écrire. C'est vrai. Ou les mails en mettant le numéro. Mais de l'étranger, malheureusement, on ne peut pas joindre le 3921. Non, c'est dommage. Enfin, bon, nous y sommes quand même arrivés. Merci. Voilà, merci beaucoup, Jacqueline. Bonne revoir. Bonne nuit, Caroline. Au revoir. Alors, je ne sais plus si c'est Nadia qui est avec nous. Oui, je crois. Bonsoir, Nadia. Oui, bonsoir. Caroline. Vous allez bien? Ça va. On va dire à peu près bien. Oui, je vous écoute tous les soirs. Bon, merci beaucoup. Oui, et là, alors, vous avez rencontré quelqu'un, je crois, m'a dit Jeanne. Alors, rencontrer, c'est bien un grand mot pour l'instant. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis une maman de 3 enfants divorcée. Oui. Oui, voilà. Donc, ça fait maintenant près de 10 ans, je vis toute seule. Enfin, jusqu'à présent, bien sûr, j'ai élevé mes enfants. Bon, je n'ai pas eu le choix. J'ai élevé mes 3 enfants toute seule. On va dire que même étant mariée, j'étais toute seule, ce qui est encore plus dur. Voilà, donc j'ai été quand même victime de violences conjugales, etc. Donc mes enfants en ont extrêmement souffert. Oui. Voilà. Et c'est vous qui avez trouvé la force de partir au bout d'un moment? C'est-à-dire à un moment donné, au bout de 10 ans de calvaire, c'est le mot. Oui. Moi et mes enfants que j'ai préservés et qui ont été quand même malheureusement spectateurs de pas mal de choses. Voilà, revenir de l'école, me voyant pleurer, enfin, etc. Voilà, c'était, pour vous dire, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est un rideau noir que j'ai jeté, quoi. J'avais plus rien à prier parce qu'il y avait quand même la violence morale. C'est ce qui vous a décidé à partir, le fait que vos enfants, vous les sentiez très malheureux, très perturbés par ces scènes auxquelles ils assistaient. Très dans les nuits, voilà, bras dessus, bras dessous avec les enfants, en catastrophe. Enfin, je suis passée par tous les biais jusqu'à risquer ma vie. Je pèse les mots. Donc, je pèse mes mots, ce qui est la réalité. Donc, c'était à un moment donné, mourir ou partir. Bon, malheureusement, ça a dû être vite choisi. Vous avez porté plainte en 10 ans, 2 fois. Donc, j'ai mis l'ultimatum à cet homme. Bon, rien ne l'impressionnait. C'était parle toute seule. Bon, j'ai gardé quand même le silence pendant 10 ans, même à ma famille. Une très grande famille d'ailleurs, tout autour de moi. Personne n'était au courant du calvaire que vous viviez? Non. Ça s'est vu quelques fois, ça s'était pris pour des disputes classiques. Oui. Parce que c'est un homme qu'on aura du mal à me croire. Et puis, je voulais aussi préserver mes parents, qui étaient dans d'autres difficultés, donc assez quand même importants. Et des frères, des sœurs à qui peut-être vous auriez pu en parler, non? Oui, non, mais c'est juste une sœur à qui j'ai montré mes côtes bleues, donc fracassées de tous les côtés. Qui m'a dit, voilà, ça c'est hors de question. Je garde le silence, mais je ne pense pas le garder longtemps. Je vais en parler à ma mère, à notre mère. Donc voilà, c'est un homme qui... moi, je vous dis honnêtement, je ne ressens, et je pense que je ne ressentirai jamais la culpabilité, si ce n'est que je dis aujourd'hui, je suis fautive d'avoir baigné mes enfants, malgré moi, je dis bien malgré moi. Mais la culpabilité, comme à certaines femmes avec qui j'ai eu des discussions, je suis une des pires cas quand même, quand j'évoque les choses. Alors, coupable de quoi? Je comprends pas. Je dis la culpabilité, je ne l'ai jamais ressentie. Mais par contre, je vous dirais des montagnes de honte, ce qui m'a bloqué pour porter plainte et tout le reste. C'est beaucoup la honte, oui, qui empêche de parler. Et il n'y a pas eu de procès? Il n'y a pas eu de procès?
n'y a pas eu de procès jusqu'à un moment donné où cet homme me dit ça fait des années tu me menaces, tu n'en fais rien, tu vas raconter ça à qui tu veux. Enfin bref, un beau matin, je vous dis honnêtement, je me suis levée et puis le déclic est arrivé. Donc, et là, vous avez porté plainte? J'ai porté plainte, je l'ai retiré. J'ai écrit pendant 3 semaines, mais il m'a promis mon désert merveille, que c'était des énervements, que c'était moi qui le provoquais, enfin bref. À un moment donné, j'ai pu ne retourner ni ma tête envers lui, ni envers la justice, puisque j'étais la fameuse imbécile donc, qui s'est trimballée dans la honte elle-même. Donc un bon matin, de toute façon, je me suis levée en me disant que voilà, j'ai été encore doublement menacée, doublement frappée. Donc voilà, et puis un matin, je me suis levée, je me suis dit, je ne suis rien. Je n'ai rien. Oui, mais je reste pour rien. Il y a combien de temps maintenant que vous êtes parti? 9 ans et demi. C'est ça, ouais, ça fait, puisque vous me dites, ça fait 10 ans que vous élevez seul vos enfants. Ça va sur les 10 ans. Ça va sur les 10 ans. Et vous ne m'avez toujours pas répondu, Nadia. Est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce que cet homme a pu être condamné ou pas? Alors non, pas du tout. Donc j'ai divorcé j'ai fait divorce pour faute que j'ai obtenu au bout de 3 ans. Pour le mois, oui. Ça a été trop long. Oui, mais vous n'avez pas, c'est ça, vous n'avez pas donné suite pour les violences. Ben si, mais ça a été constaté comme ça. Donc voilà, monsieur a lecteur exclusif, monde invivable. Enfin, c'était oui, mais ça n'a pas été en correctionnel ou en pénal, je veux dire. Du tout, non. D'accord, du tout. C'est juste par rapport au divorce. Ouais. Voilà, donc par contre, j'ai eu mes pneus crevés par la suite du divorce. J'ai dû aller habiter dans une semaine, louer un hôtel pour me préserver avec mes enfants. Ça a été très rude. Jusqu'au moment où je me suis débattue quand même près de 5 ans de démarches administratives et de batailles administratives, jusqu'au procureur qui m'a envoyé personnellement un jour où je n'y croyais plus, où je n'étais pas entendue, je ne me sentais pas entendue, puis qui m'a dit vous ne portez plus plainte, vous allez trop souvent aux gendarmes, mais là vous laissez, je vais envoyer le double à monsieur qui se devra tenir à carreau, quoi, quelque part dans ce courrier, ça disait ça en gros. Oui, voilà. Oui. Et depuis, vous n'avez plus été ennuyée? Pas ennuyée, mais ça passe encore par les enfants qui me ramènent encore les épaules remplies de choses. Mais papa dit spontanément, vous savez, sans que je demande. Ils ont quel âge, vos enfants, maintenant? Aujourd'hui, ils ont 17, ma fille a 17 ans et demi. Oui. Mon garçon, 15 ans et demi. Oui. Et le dernier, septembre, a fait 12 ans. Et parce que donc, ils voient leur père Alors, ils voient le père, il y a 1 an et demi. Ses enfants, à mon grand choc, je dis bien que ça a été un grand choc, je me sentais sur Internet ne savoir plus lire. Pourtant, j'ai fait toutes mes études dans la région, donc en France. Donc, c'est que les enfants ont été remis au père. Et pour quelle raison? Pour le faire assumer ses responsabilités. Non, mais attends, mais qui a décidé ça? Le juge des enfants, et qui m'a dit que hausser le ton, ce qui se doit des fois, pardonnez-moi pour les enfants, pour donner un cadre de vie, puisque c'était quand même des enfants turbulents, c'était des enfants. Parce qu'ils étaient suivis par le juge pour enfants. Voilà, puis à un moment donné, on m'a dit, je leur ai dit, vous n'avez pas à être violent comme un de mes garçons, donc comme ton papa, ça a été pris pour une maltraitance. Là, je vous avoue que je suis perdue, Nadia. C'est-à-dire que quand le juge pour enfants vous disait de hausser le ton, Non, j'ai haussé le ton en disant à mon enfant, tu deviens plus violent comme papa, c'est pas bon. Ah, parce que votre fils avait été violent. A été violent envers moi, oui. Oui, mais alors, pourquoi l'envoyer chez le père? Le juge des enfants connaissait les antécédents familiaux, savait qu'il y avait de la violence? Ça a été fait par le juge des affaires familiales. Et alors, il a quand même, sachant que le père avait été violent avec vous, il les a placés chez le père? Oui, avec un contrôle d'une assistante sociale de l'enfant protégé. En tout cas, ça ne pouvait pas continuer avec vous, puisque votre fils lui-même devenait violent, donc il fallait vous séparer. Il fallait nous séparer à un moment donné. Et ça va mieux aujourd'hui? Aujourd'hui, madame Caroline, ça fait 1 an et demi, donc ils ont été placés chez le papa. Donc j'ai énormément maigri. Bon, j'avais quand même du poids, mais on va dire j'ai pas maigri dans de bonnes conditions. J'ai perdu l'alimentation. Je me suis retrouvée du jour au lendemain toute seule. Les enfants quelque part ont vu ça, incapables, même malgré leur travail, mais
comment vous dire, il me menaçait de dire, écoute, après tout, tu nous agaces. Bon, c'est dans le sens de donner le cadre de vie. Hein. J'étais quand même rigoureuse sur les sports, je les ai élevés toutes seules. J'ai suivi le sport, la scolarité, enfin tout le tralala, de A à Z. Et puis, ils m'ont dit, par chez papa, je leur ai expliqué pourquoi, etc. Et c'était une façon aussi de lui faire assumer ses responsabilités quelque part. Donc, monsieur, au bout d'un an... Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal. Lui a assumé ses responsabilités. Il était violent avec vous quand vous étiez ensemble, mais pas avec les enfants. Vous avez pu passer ce cap difficile, parce qu'évidemment, vous l'avez mal vécu du fait de ce contexte. Et mon fils était violent aussi envers moi. Oui, c'est pour ça qu'il fallait à un moment vous séparer, faire quelque chose. Voilà. C'était à un moment donné, je devais, excusez-moi, on était comme deux ados à se battre quelque part, puisque j'ai dû me défendre, même si je ne répondais pas par la violence par mon fils, mais en le bousculant, de dire on ne tape pas sa mère, enfin. Oui, mais c'est pour ça qu'il fallait à un moment vous séparer, quand il y a de la violence comme ça. Alors en même temps, ils ont été chez le père, mais avec un suivi éducatif. Et alors aujourd'hui, vous, parce que vous m'avez décrit ce long parcours, vous avez été courageuse, vous avez réussi à vous reconstruire très avec vos enfants. Vous avez fait une rencontre, je crois, non? C'est ce que vous appeliez au départ pour parler de cela. Pardon? Au départ, vous aviez parlé essentiellement de cette rencontre. Alors pour en revenir à moi aujourd'hui, vous imaginez que au départ c'était pas ma priorité, j'ai tout donné à mes enfants. Le reproche aussi que la justice me dit, c'est de m'être oubliée. Ces dames qui sont envoyées par le juge des enfants qui me disent quand même pensez à vous n'avez pas qu'une vie de mère. Quelque part, épargner ce chagrin quelque part avec ils sont chez leur père. Il a encore un peu d'autorité par rapport à vous. Les enfants, quelque part, on ne doit pas le respect. Ma fille est partie bien avant. À l'âge de 6e, elle est partie sur une façon coléreuse. Et puis de dire, papa, écoute, il me donne un peu d'argent dans la poche. Et puis voilà, quelque part, c'était le père aussi qui l'avait remonté contre moi. Ma fille que j'ai pas vue 3 ans dans la même commune, quand même. Il faut laisser le temps. Vous savez, Nadia, je dirais... Il faut laisser le temps. Vos enfants ont été très éprouvés parce qu'ils ont vécu par ce contexte aussi de violence. Donc eux aussi ont besoin de se reconstruire. Ils sont adolescents, donc déjà souvent l'adolescence, c'est pas forcément une période calme. Et en plus, il y a eu tout ce que vous avez traversé ensemble et le fait qu'à un moment ils étaient perdus. Comme vous, mais eux réagissaient à la manière d'adolescents avec ce côté très impulsif et cette difficulté à canaliser. Et vous avez fait ce que vous avez pu et vous en êtes bien sortis, mais avec 3 enfants, dont 2 adolescents. Donc vous savez, déjà en étant 2, c'est compliqué. Là, en vous retrouvant toute seule dans une période difficile où vous étiez en train de vous reconstruire, ça l'est encore plus. Donc je pense que, après tout, dans la mesure où leur père n'était pas violent avec eux, très bien, qu'il aussi, après tout, qu'il assume, il a raison le juge, qu'il assume ses responsabilités. Et vous, ça vous met un peu à l'abri, c'est-à-dire que vous n'avez plus à gérer le quotidien et autres. Donc, ça vous met un peu à l'écart, ça vous permet un peu de prendre de temps pour vous occuper de vous. Et certainement, au final, vous allez voir de pacifier la relation avec eux. Voilà, Caroline, parce que jusqu'à présent, physiquement, financièrement, de A à Z, depuis que j'ai épousé cet homme, 3 semaines après, ça a été le calvaire. Mais c'est pour ça, ça a été, vous savez, Nadia, on sent bien qu'il y a ce que vous avez vécu avec lui, que même pas loin de 10 ans après, vous restez, et ça se comprend, très marqué par ces violences, parce que la violence, on n'en sort pas comme ça. Et j'imagine que vous êtes accompagnée, mais je pense qu'il faudrait profiter de cette période dans laquelle vous vous trouvez, où les enfants sont chez leur père, pour vous continuer à vous reconstruire. Vous me parliez visiblement de groupes de parole avec des femmes et peut-être aussi avoir, je l'espère pour vous, un suivi individuel pour pouvoir parler de cette violence qui vous hante encore. Puisque Caroline, jusqu'à présent, j'étais suivie par un psychologue, j'ai fait 4 ans. Je vous dis et très régulièrement, 1 fois par semaine, pendant 4 ans. C'était très assidu de ma part, c'était très éprouvant parce que ça a été quand même... C'était quand même atroce, cette violence, je vous dis. Et vous avez arrêté aujourd'hui ? C'est-à-dire que je me suis mise à travailler. Ah oui, mais ça, je comprends évidemment, mais c'est très bien. D'ailleurs, tant mieux pour vous. Mais je pense, moi, à vous entendre comme ça, je pense que ça serait important de continuer.
On sent qu'il y a quelque chose qui a besoin encore d'être parlé, élaboré autour de tout ce que vous avez vécu. Je pense pour vous permettre aussi d'envisager à nouveau l'avenir plus sereinement. Voyez, je pense qu'il est important de continuer à en parler. Donc, voyez, comme ça c'est bien, vous avez retrouvé du travail, vos enfants sont chez leur père, vous continuez à vous reconstruire doucement, au rythme qui est le vôtre, mais je pense qu'il est vraiment important de continuer à en parler. Bon courage en tout cas, Nadia. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Linda. Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Je vous appelle Caroline parce qu'en fait, j'aurais une question à vous poser ou avoir des éclaircissements. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive ? Comment ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, en fait, j'ai un jeune homme qui me regarde depuis quelques mois. Moi, je n'ai jamais prêté attention à ce jeune homme. Et là, depuis quelques jours, dès que je me rends dans ce lieu, pour faire des petits achats, je vois que son regard se fixe de manière insistante envers moi. Et je ne sais pas du tout quelle doit être mon attitude envers lui. Est-ce que je dois aller le voir ? Est-ce que je ne sais pas. Je vous avoue, Caroline, je ne sais pas du tout. Moi, c'est vrai que je suis attirée par lui parce que j'allais vous demander, s'il vous plaisait. Oui, moi, physiquement, il me plaît. Oui. Il a l'air d'être quelqu'un d'intéressant. Mais vous le rencontrez, vous le voyez assez régulièrement là sur quand vous vous rendez donc je ne sais pas où d'ailleurs, mais c'est dans un. Alors je voudrais pas trop donner d'indices. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Oui. Voilà, par crainte qu'il écoute. Voilà, qu'il me reconnaisse. Écoutez, au moins, après tout, on ne sait pas, ça peut faire avancer les choses, Linda, puisque peut-être qu'il vous regarde comme ça intensément en attendant désespérément que vous fassiez le premier pas, ne sachant pas si vous êtes intéressé. Au moins, ce soir, s'il écoute Europe 1, il pourra se dire, j'ai mes chances puisque il vous plaît aussi. Oui. Oui, alors je vais être clairement ouverte. C'est dans un grand hypermarché. Et voilà, il est dans un côté, je vais être encore plus claire, à l'entrée, dès que je rentre, il est sur ma gauche. Et en général, quand j'arrive, il sait très bien et il voit que je passe en fait. Et donc, je vais être encore plus explicite s'il m'entend ce soir. Là, c'est carrément une annonce que vous me faites là, du coup. Vous n'osiez pas au départ être connu et puis finalement, ça tourne à la petite annonce. Là. Voilà. Alors, oui, parce que j'ai jamais, c'est la première fois, Caroline, que je vois qu'un homme me regarde de cette manière-là. Et comment il vous regarde ? Ce regard, il est agréable ou comment vous le ressentez, son regard ? Moi, je vois un regard de quelqu'un qui est attiré physiquement par moi. D'accord. Et je vois un regard d'une personne qui a envie de venir vers moi. Oui. Mais Caroline, je pense qu'il doit avoir peur parce qu'il ne me connaît pas et je pense qu'il doit avoir peur que je le repousse ou voilà. Oui, c'est un regard qui vous flatte, qui est valorisant, qui est agréable, parce que vous dites qu'il vous regarde, il vous fixe depuis plusieurs mois, donc vous dites ça veut dire que vous-même vous avez remarqué son jeu, il fait en sorte que vous le remarquiez, il vous trouve belle, attirante, mais et finalement vous aussi, donc vous allez très souvent faire vos courses. Voilà, et c'est vrai que je vais régulièrement à ce magasin parce que c'est un magasin qui est grand et qui a tout le matériel, tout ce que je voudrais trouver, je le trouve là. Et puis c'est mon petit magasin, moi, voilà, j'ai pris mes marques à l'intérieur et je m'y sens bien. Mais c'est vrai que avant, pourtant, moi ça fait longtemps que je suis locataire et que j'habite dans cette ville. Et c'est vrai que avant, quand je passais, je n'y prêtais jamais attention. Et il est arrivé un jour où j'ai ressenti un regard mais très fort, et je me suis retournée. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il me regardait. Et puis moi je l'ai regardé aussi, mais sans insister.
tout commence avec un regard, hein, vous savez. Moi aussi, j'ai un jeune homme là qui me regarde comme ça derrière la glace, hein, mais je me dis pas, tiens, qu'est-ce qu'il a à me regarder? Parce que c'est pour m'envoyer. Il me dit, alors là, on passe un jingle, attention, là, il y a un disque et tout. Vous voyez, il y a regard et regard. Mais vous avez bien senti que là, c'est un regard. Vous lui plaisez, et finalement, s'il vous plaît, lui, c'est peut-être plus compliqué puisqu'il est dans le cadre de son travail, il peut pas se permettre de vous aborder. Il est sur son lieu de travail. Et oui, c'est ça. Et moi, je me dis, pourquoi me regarde-t-il avec un regard aussi pénétrant? Alors, j'ai une explication qui va pas vous plaire. Quelqu'un m'envoie un petit message, il dit, oh, vous savez, les myopes donnent souvent cette impression de fixer les gens. C'est vrai, en plus, les regards de myopes regardent très intensément. On peut avoir ce sentiment que, quel effet je lui fais, alors qu'en fait, il est juste myope. Mais je pense pas, parce que la personne dit, sinon, il vous aurait déjà abordé. Moi, je pense que c'est compliqué, plus sérieusement, je pense que c'est compliqué parce qu'il est sur son lieu de travail. Donc, venir vers vous, il faudrait qu'il ait quelque chose à vous dire, quoi. Enfin, et si dans son travail, il pourrait trouver un biais, mais il est à la sécurité. C'est ça, alors je me dis, quelque part, c'est un homme qui a peur de faire le premier pas ou qui a peur de... Mais peut-être même pas peur, mais il est quand même dans le cadre de son travail. Et vous imaginez si quelqu'un, je sais pas moi, on repère son jeu en disant, tiens, il est en train de draguer les jolies clientes pendant qu'il bosse, c'est un peu compliqué pour lui. Et oui, mais alors dans ces cas-là, moi je comprends pas pourquoi Mais pourquoi? Parce qu'il vous trouve jolie, parce que vous lui plaisez. Donc c'est simplement, je pense que c'est simplement un regard de... Oui, mais enfin, c'est simplement, je ne sais pas, mais après, il vous trouve très jolie. Voilà. Mais maintenant, vous, on sent que vous êtes en attente d'autre chose. Vous aimeriez bien qu'il fasse quoi, par exemple? J'aimerais bien qu'il vienne me voir et puis engager une discussion, voilà, sans forcément aller dans une relation qui va, je sais pas, moi je cherche une relation sérieuse, c'est bien évidemment, à mon âge, à 29 ans, je cherche plus une aventure d'un soir. On n'en est pas là encore, on en est dans un échange de regards. Donc déjà, ça serait comment entrer en relation, comment l'aborder. Alors, il y a Christelle qui dit, souriez-lui, vous aussi. Avec les yeux, vous pouvez faire passer beaucoup de choses, et avec un sourire, elle a raison, Christelle. Quand vous passez, vous le regardez aussi, ou vous faites justement celle qui ne le voit pas? C'est-à-dire que par moment, moi, je voudrais pas non plus la guicher, parce que je me dis peut-être qu'il me regarde simplement parce que je suis une jolie personne et sans plus. Alors que moi, je connais pas son parcours de vie, je sais pas s'il est en couple ou pas, et je voudrais pas. Écoutez, avant de vous faire, oui, mais le problème, vous voudriez pas, mais vous faites plein de plans sur la comète. Vous voyez bien, au point de m'appeler pour en parler et tout. Bon, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Est-ce qu'il est marié? Je ne sais pas du tout. En tout cas, vous, après tout, il vous plaît. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, ça passerait par pouvoir parler avec lui. Alors, soit, après tout, comme dit Christelle, vous lui souriez, mais vous l'incitez peut-être à venir vous parler, mais forcément, il est sur son lieu de travail, donc je doute que lui vienne vous parler. Ou alors, il faudrait que, je sais pas moi, il fait partie de la sécurité. Je vais pas vous dire de piquer des trucs pour qu'il vous arrête. Et vous voyez, c'est bon, vous allez pas vous mettre en infraction pour vous faire aborder par cet homme. Hein. Donc, il vaut mieux pas. Non, je voudrais pas. Non, mais vous pouvez trouver un prétexte. Vous pouvez trouver un prétexte de demander une information, parce que souvent, les personnes qui sont à la sécurité, on leur demande souvent des renseignements. Vous pouvez demander un truc bateau, hein, sur. Je sais pas, sur le fonctionnement, sur un truc, sur le parking, sur le magasin en lui-même, que vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas trouvé. C'est une façon de l'aborder avec votre plus joli sourire. Oui, mais je pense que je commencerai déjà par un sourire pour éviter que la chute soit froide, que la chute fasse mal. Je pense que je vais écouter le conseil de Christelle et déjà faire un sourire. Mais pourquoi la chute vous ferait mal? Pourquoi vous pensez que ça vous ferait mal? Pourquoi penser à...
Je sais pas, j'aurais pas envie de faire forcément le premier pas vous avez peur, vous n'êtes pas sûr au fond. Vous avez peur qu'il embraye pas ou que ça tombe à l'eau. Oui, parce que son regard, certes, était un regard de... Bon, écoutez, si vous regardez avec des yeux de merlan-frit, c'est bien qu'à un moment, voyez, vous lui plaisez. Il doit pas regarder... Mais placez-vous un peu plus loin, regardez comment il regarde les autres clientes. Il a que ça à faire, vous me direz. Enfin, attendez, il est là, le pauvre, il a pas que ça à faire. C'est son boulot, il surveille. Mais d'une certaine façon, il est là toute la journée debout. Il doit apprécier, effectivement, quand il y a des jolies femmes qui passent. Et vous en faites partie. Maintenant, c'est vrai que je peux pas vous dire si c'est vous spécialement ou si, quand une jolie femme passe, il regarde. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il vous plaît. Donc, après tout, vous lui plaisez aussi. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, comme vous dites, ça mange pas de pain, vous allez lui demander un renseignement avec votre plus beau sourire, et puis vous verrez bien. D'accord. C'est ce que dit Mimi. Il dit, il y a souvent des regards qui en disent long, alors il faut tenter, aller à l'abordage, vaille que vaille. Au moins, vous serez fixé. Il y a Cathy qui dit laissez tomber votre mouchoir ou votre portable. C'est plus dans l'ordre du jour maintenant. Oui. Alors il y a Pnop qui dit moi je veux pas vous décourager, mais la Sécu, elle scrute les gens pour détecter d'éventuels voleurs. Donc non, il n'est pas dans la sécurité. Non, il n'est pas dans la sécurité. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'il est dans la sécurité. Vous êtes tellement sur vos petits nuages et sur ce jeu de regard que vous m'entendez pas. Non, il n'est pas dans la sécurité. Je ne sais pas si je pourrais donner l'indice parce que Non, je crois qu'il a suffisamment entendu. Je pense que là, entendu, s'il est à l'écoute. Mais franchement, je pense qu'il y a suffisamment et je pense que là, il va capter. Je voudrais simplement lancer un appel, c'est que moi, j'ai jamais eu un regard aussi pénétrant de la part d'un homme. Donc, ça commence comme ça, vous savez. Qu'il fasse le premier pas vers moi. Je suis pas méchante et je mords pas. Voilà. Et dites-vous qu'il n'était peut-être pas à l'écoute ce soir, donc peut-être que vous allez devoir aller faire le premier pas vers lui, comme dit Sophia, en disant que vous ne retrouvez pas votre voiture, ou et comme dit Pnop, lui demander un renseignement, voilà. Mais le coup de la voiture, c'est pas mal, Sophia. Allez-y, jeune fille, qui ne risque rien à rien. D'accord. Et vous nous tiendrez au courant. J'espère. J'entends vos petits conseils et puis si ça marche pas de mon côté, je tenterai de les appliquer. Écoutez, allez, il faut tenter, Au revoir, bonne soirée. Et simplement, Caroline, je voulais vous remercier parce que j'avais appelé il y a quelques temps déjà au sujet d'une formation que je faisais. Oui. Et vous m'aviez donné de très bons conseils et vous m'aviez reboosté et je voulais vous dire que j'avais réussi c'est gentil. Bravo alors, c'est super. Allez, maintenant, nouvelle étape, c'est à l'abordage pour ce jeune homme, d'accord? Et vous me tiendrez au courant. Il faut que je vous laisse. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. On se quitte avec Phil Collins, You Can't Hurry Love. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Et à demain. Demain, 22h30, n'oubliez pas.